l'évolution successorale et son traitement fiscal et les autres thèmes seront abordés plus tard. Les questions que nous avons eues sont globalement comprises dans le thème d'aujourd'hui, donc je pense que chacun aura plutôt une réponse à ces questions. Là, en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on va s'interroger sur qui hérite, combien et qu'est-ce que nous avons à payer et qu'est-ce que nous pouvons faire dans le cadre de cette succession. Donc d'abord, la dévolution successorale. Là, on va se poser la question de qui hérite légalement. C'est-à-dire que je suis dans l'hypothèse où le défunt n'a pas fait de testament, il n'a pas fait de donation au dernier vivant et on est purement et simplement dans l'hypothèse légale que prévoit la loi dans le cadre d'un décès lorsqu'on a rien prévu pour sa succession. Là, dans ce cadre-là, il va falloir distinguer selon que le défunt avait ou n'avait pas de conjoint. Et là, je précise, lorsque je parle et lorsque je parlerai pendant toute la conférence de conjoint, je parle bien de conjoint au sens du mariage, c'est-à-dire que l'on parle de la personne qui était mariée avec le défunt. C'est ni un concubin, ni un partenaire de Pacs. On est bien dans le cadre d'un mariage. Je préfère le préciser parce que les droits ne sont pas les mêmes. Donc, d'abord, la première hypothèse de qui hérite lorsque le défunt n'avait pas de conjoint. Dans ce cadre-là, c'est la famille du défunt qui est répartie en ce qu'on appelle des ordres et ils vont hériter les uns à défaut des autres. Quand je dis les uns à défaut des autres, c'est que en réalité, c'est l'ordre le plus proche qui va hériter. Le premier ordre, on le connaît tous, ce sont les descendants. Les descendants, ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est tous ceux qui vont descendre en ligne directe du défunt. Dans ce cadre-là, et notamment concernant les enfants, il faut bien avoir à l'esprit, et c'est assez récent quand même en droit français, qu'aucune distinction ne doit être faite entre les descendants, quel que soit le lien qui peut les unir au défunt. J'entends par là que il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait la distinction entre, par exemple, un enfant né pendant le mariage de deux parents mariés et un enfant, ce qu'on appelait un enfant adultérin, c'est-à-dire né hors mariage. Et les droits des héritiers n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Tous les héritiers, tous les enfants, quel que soit leur lien avec le défunt, hérite de la même manière qu'il soit ce qu'on appelait à l'époque légitime ou adultérin. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction. Donc, ce sont les héritiers du premier ordre et dans chaque ordre, c'est-à-dire dans l'ordre des descendants en ligne directe du défunt, naturellement, c'est l'héritier le plus proche en degré qui va hériter s'il est toujours présent. Bien évidemment, les enfants héritent avant les petits-enfants et avant les arrière-petits-enfants. Se pose cependant la question de savoir ce qu'il se passe lorsqu'une personne décède, qu'elle a mis au monde, ou en tout cas qu'elle a fait 3 enfants, puisque ça peut être le père ou la mère. Donc, la personne décède, elle a 3 enfants. Sur ces enfants, sur ces 3 enfants, un enfant est déjà décédé avant le parent, mais il avait lui-même des enfants. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un héritier prédécédé. Ces enfants à lui vont pouvoir venir en représentation dans le cadre de la succession de son parent décédé. Je m'explique, nous avons donc un parent qui décède, 3 enfants, dont un prédécédé, mais qui avait lui-même, par exemple, 2 enfants. Nous allons avoir les 2 enfants qui vont venir en représentation et les deux enfants qui vont venir à la succession et les 2 petits-enfants de cet enfant prédécédé qui vont venir en représentation de leur père prédécédé. C'est-à-dire qu'ils seront sur la même ligne que finalement leurs oncles et tantes qui ne sont pas prédécédés. Ça permet d'assurer l'égalité des souches et ça permet effectivement, quand un des enfants décède avant le parent, que sa lignée, en tout cas ses descendants, puissent hériter de la même manière que les enfants qui sont encore là. Donc cela, c'est le premier ordre. Et effectivement, si tous les héritiers d'un degré préférentiel, c'est-à-dire que là, dans mon exemple, si les 3 enfants décèdent
avant leur père, dans ces cas-là, ce sont les petits-enfants existants qui vont venir à la succession, mais ils viendront à la succession en leur qualité de petits-enfants et non plus par représentation de leurs parents qui seront décédés avant eux. Ça a une incidence parce que fiscalement, ce n'est pas la même chose. Je viens en héritage de mon grand-père par représentation de mon père qui est décédé avant mon grand-père. Je bénéficie de l'abattement de mon père qui est pour un enfant à l'égard de son père de 100 000 euros. C'est-à-dire que je ne vais pas payer de droits avant les 100 000 euros. Si mon héritage est inférieur à 100 000 euros, je n'aurai pas de droit à payer. S'il est supérieur, je ne paierai des droits que pour la partie supérieure à 100 000 euros. En revanche, si je viens à l'héritage de mon grand-père en tant que petit enfant, parce que tous les enfants sont déjà prédécédés et qu'il ne reste plus que des petits-enfants, dans ces cas-là, effectivement, je n'aurai un abattement que de 1 594 euros, ce qui a effectivement une réelle incidence de savoir si l'on vient à la succession par représentation d'un parent prédécédé, ou si effectivement il n'y a plus d'héritier d'un degré supérieur, et dans ces cas-là, on vient en tant que petit enfant et avec les droits et les règles qui s'appliquent aux petits-enfants. Donc cela, c'est le premier ordre, les descendants directs. Ensuite, nous avons le deuxième ordre, ce sont les ascendants et les collatéraux privilégiés. Pas besoin effectivement de développer davantage. Les ascendants, ce sont les pères et mères. Et les collatéraux privilégiés, ce sont les frères, sœurs, neveux et nièces par représentation du défunt, et ce jusqu'au 6e degré. Alors pour les collatéraux, c'est un petit peu différent dans le comptage des degrés. Autant les descendants, les ascendants, c'est simple, on calcule le nombre d'écarts. Autant pour les collatéraux, en fait, on remonte à l'ancêtre commun et on redescend. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un degré qui est supérieur. Ensuite, nous avons en troisième ordre les ascendants ordinaires. Donc, les ascendants ordinaires, ce sont les ascendants autres que les pères et mères, c'est-à-dire les grands-parents. Ça pourrait être les arrière-grands-parents, mais à un moment donné, il faut être un petit peu réaliste en matière de succession. Les générations, même si la durée l'espérance de vie augmente, on se retrouve quand même très rarement avec 4 générations. Dans ce cadre-là, par contre, on a une spécificité lorsqu'on arrive au troisième ordre, c'est-à-dire que là, il faut qu'il n'y ait pas eu d'enfants, pas de petits-enfants, plus de parents et plus de neveux et nièces, ni de frères et sœurs. Dans ce cadre-là, donc on a les grands-parents. La succession va être divisée en 2 lignes, c'est-à-dire qu'on va maintenir un héritage côté maternel, un héritage côté paternel. C'est ce qu'on appelle la fente successorale. Ça permet effectivement que chaque côté soit représenté et que chaque côté hérite. Et de chaque côté, c'est-à-dire dans chaque ligne, c'est celui qui est le plus proche qui hérite. Et là, dans ce cadre-là, on a plus de représentation. Le plus proche hérite. Et s'il n'y a personne dans une ligne, enfin dans une lignée, côté maternel ou côté paternel, dans ces cas-là, c'est l'autre ligne qui va hériter de la totalité. Mais là, on est déjà dans une succession, on est avec des héritiers un peu lointains. On a ensuite le quatrième ordre, ce sont les collatéraux ordinaires, oncle, tante, grand-oncle, grand-tante, cousin, cousine. Dans ce cadre-là, également, application de la fente successorale, c'est-à-dire que chaque ligne côté maternel et paternel hérite. Et là encore, ce sont les plus proches qui héritent, pas de représentation dans ce cadre-là. Donc effectivement, là, on a vu qui hérite en l'absence de conjoint survivant. Lorsqu'il y a un conjoint survivant, c'est-à-dire un époux ou une épouse, ce dernier a un régime de faveur et il va partager ses droits qui ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'il est en concurrence avec des enfants ou lorsqu'il n'y a pas de descendants, ou en tout cas pas d'enfants du décédé.